Faculté d'avoir des perceptions justes. X a correctement rapporté l'observation de mère, mais il ne semble pas l'avoir comprise. La mère n'a jamais voulu dire qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir tout de suite connaître ce qu'il y avait en quelqu'un d'autre, ni que toutes les impressions que l'on aurait à son sujet seraient automatiquement et infailliblement correctes. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il existe une faculté ou un pouvoir, une faculté occulte ou yogique, par quoi l'on peut avoir les perceptions et les impressions justes, et que l'on peut développer si on le veut. Pas d'un seul coup, pas par une méthode facile, tralala et puis ça y est. Cela peut prendre des années, et l'on doit être prudent et scrupuleux. Car il s'agit de perceptions intuitives, et l'intuition est une chose que peuvent facilement imiter nombre d'autres mouvements de la conscience qui sont beaucoup plus faillibles. Vos impressions peuvent être mentales ou vitales, et une impression mentale ou vitale peut être ou non justifiée par quelque chose. Cependant, même dans le premier cas, on n'a pas la moindre certitude qu'elle sera correcte. Même si elle est identique, elle peut être incorrectement saisie, ou saisie avec un grand mélange d'erreurs, dénaturée, faussée, mise dans le mauvais sens, etc. Et il peut ne pas y avoir de justification du tout. Ce peut être simplement une formation erronée de votre mental ou de votre vital, ou l'impression fausse de quelqu'un d'autre transmise jusqu'à vous et acceptée par vous comme vôtre. Vos impressions peuvent être le résultat d'un manque d'affinité entre vous et la personne, en sorte que celle-ci ne vous fait aucune impression, ou bien une impression neutre. C'est parce que vous ne pouvez éprouver ce qui est en elle, cela ne vous est pas familier, ou bien si vous la sentez dans de mauvaises dispositions, c'est peut-être seulement que ces intuitions vitales prennent les vôtres à rebrousse-poil. Il y a comme cela des tas de choses que l'on doit avoir le pouvoir de distinguer très soigneusement et avec précision. Tant que l'on ne connaît pas sa propre conscience et ses opérations, on ne peut connaître les opérations de la conscience des autres. Mais il est possible de développer une certaine vision directe ou un certain sentiment, un certain contact direct par lesquels on peut connaître. Mais ce n'est qu'après un long temps et une observation et un entraînement attentif, scrupuleux et vigilant. Jusque-là, on ne peut se répandre en disant que celui-ci est un sadak avancé, et celui-là un sadak qui ne l'est pas, et que cet autre n'est bon à rien. Même si l'on sait, il n'est pas toujours nécessaire de faire parade de son savoir. Truc de renversement de la conscience. Lorsque la mère a dit que c'était juste le truc de renversement de la conscience, elle entendait ceci. Au lieu qu'il lui soit toujours permis de se mettre en travers et d'affirmer son point de vue coutumier, le mental extérieur doit faire retour sur soi, admettre que les choses peuvent travailler du dedans vers le dehors, et demeurer suffisamment tranquille pour voir cela se développer et s'effectuer. Car un mental intérieur se montre alors, qui est capable de suivre et d'être l'instrument des forces invisibles. Ressentir un choc en s'extériorisant. Une sensation comme celle-là, de choc et d'arrêt de la respiration pendant une seconde, et comme d'une chute, se produit dans bien des cas lorsque la conscience s'extériorise un moment ou plus longtemps, s'élève hors du corps. Le choc est produit par l'élévation de la conscience ou par le retour dans le corps. La mère a eu cela des centaines de fois. Ce n'est pas quelque chose de physique. Le médecin, comme vous le dites, n'a rien trouvé. Lorsque ce mouvement de la conscience sera plus normal, il est probable que la sensation disparaîtra. Harmonie numérique dans les comptes de la mère. X m'a montré son livre de comptes aujourd'hui. Le total y était de 7 roupies, 7 annas, 7 païsas. C'était également le 7e jour du 7e mois de l'année, et après avoir résolu de vous écrire à ce sujet, j'ai vu que la maison où je travaillais avait elle aussi le numéro 7. Ailleurs, on ne rencontre pas ce jeu de chiffres.
Je pense qu'il se produit ici parce que les chiffres, peut-être les êtres occultes des chiffres, se sentent à l'aise dans notre atmosphère, comme les moineaux dans le bâtiment principal de l'ashram, et qu'ils aiment à jouer dans de telles harmonies. Dans les secteurs officiels et autres endroits, ils sentent l'atmosphère mécanique, lourde et rigoureuse, et ne trouvent donc aucune joie à ce jeu. Votre explication me semble correcte, du moins du point de vue occulte. La mère a constamment de ces harmonies numériques dans ses contes. Donner des noms aux chats. La mère donnait des noms pour les chats, parce qu'ils comprennent et répondent. Elle n'en a jamais donné pour les oiseaux, et ne désire pas le faire. Même pour les chats, à présent, elle ne donne pas de nom. Action des médicaments sur le corps de la mère. Les médicaments ont sur le corps de la mère une action toute différente de celle qu'ils auraient sur le vôtre ou sur celui de X, ou de n'importe qui d'autre, et la réaction n'est d'habitude pas favorable. Sa conscience physique n'est pas la même que celle des gens ordinaires, bien que, même chez les gens ordinaires, elle ne soit pas dans tous les cas aussi identique que la science voudrait nous le faire accroire. Point de vue de la mère sur les questions médicales. Ce que dit la mère en l'occurrence est ce qu'elle a dit du docteur X avec le plein accord de celui-ci, à savoir que l'interprétation des symptômes par les médecins est d'habitude un simple ajustement de possibilités, excepté, bien entendu, dans les cas simples et clairs, et la conclusion une conjecture. La conjecture peut être juste, et alors tout ira bien. Ou ce peut être une conjecture erronée, et alors tout ira de travers, à moins que la nature ne soit trop forte pour le médecin et ne triomphe des conséquences de son erreur, ou tout au moins le traitement sera-t-il sans effet. Si, au contraire, on développe le sens du diagnostic, on peut voir sur le champ quelle est la bonne chose parmi les possibilités et voir ce qu'il faut faire. C'est cela qu'ont les médecins les plus heureux. Ils ont cet éclair qui leur montre ce dont il s'agit en fait. X était d'accord et a dit que la conjecture tenait à ce qu'il y avait des ensembles de symptômes qui pouvaient tout entier relever de n'importe laquelle parmi des maladies diverses, et que décider est une affaire des plus délicates et subtiles, qu'il n'est pas de somme de savoir livresque ni de raisonnement qui garantissent une décision juste. Une pénétration particulière est nécessaire, qui examine les symptômes au lieu de simplement les regarder. La dernière phrase, soit dit en passant, est de moi, non de X. Pour le développement de l'intuition, plus tard, pas le temps ce soir. Rien ne sert de discuter ces questions. Les vues de la mère sont trop éloignées des orviétans traditionnels pour être comprises par un cerveau médical, exception faite de ceux qui sont sortis de l'ornière de la tradition et de ceux à qui une longue expérience a dévoilé les choses et qui peuvent devenir d'une franchise dévastatrice au sujet de leur propre science. Les idées diffèrent. La mère et X ont tous les deux été horrifiés à l'idée que l'on donne un purgatif à un enfant de 4 mois. Le meilleur pédiatre, en France, a dit à la mère que l'on ne devait jamais donner de purgatif à un enfant au-dessous de 12 mois. Le purgatif étant susceptible de faire beaucoup de mal et pouvant être dangereux. Mais ici, sauf erreur, l'habitude est d'administrer librement des purgatifs aux enfants dès le jour de leur naissance, ou presque. Peut-être est-ce, avec l'abus des médicaments, la cause de l'excessive mortalité infantile. Toute la science ne recommande pas l'huile de ricin pour les enfants. Je pense que c'est une marotte du XIXe siècle qui s'est poursuivie. Le médecin d'enfant de la mère lui a dit qu'il ne fallait pas. Pour elle, au surplus, dans son enfance, les médecins en ont catégoriquement arrêté l'emploi pour la raison que cela abîmait l'estomac et le foie. Je suppose que vous allez dire que les médecins ne sont pas d'accord. C'est vrai. Mère voulait dire qu'une nourriture inappropriée et les poisons sécrétés par une mauvaise assimilation étaient un grand obstacle à la prolongation de la vie.
La mère a dit un jour qu'il n'y avait guère de maladies qui ne puissent être guéries par le yoga. Le cancer peut-il l'être? Bien sûr qu'il peut l'être, mais à condition que l'on ait la foi, ou l'ouverture, ou les deux. Même une suggestion mentale peut guérir un cancer, avec de la chance, bien entendu, comme l'indique le cas de la femme opérée sans succès pour un cancer, mais les médecins lui mentirent et lui dirent que l'opération avait réussi. Résultat, les symptômes du cancer disparurent tous, et elle mourut bien des années plus tard d'une toute autre maladie. Millénium sans hôpitaux. J'ai rêvé que la mer construisait un très grand hôpital. Rêve prémonitoire d'un millénium? Ce serait davantage un millénium s'il n'était pas du tout besoin d'hôpitaux, et si les médecins changeaient leurs aiguilles et leurs seringues en stylographes, pourvu, bien entendu, qu'ils ne s'en servent pas aussi mal. Pourquoi cette invective contre aiguilles et seringues? On les dit très efficaces. Cela ne fait pas de l'augmentation des hôpitaux, des maladies et des piqûres un idéal de millénium. Mais pourquoi diable remplacer ces instruments par des stylos? Je faisais simplement mienne la phrase du prophète Isaïe. Les épées seront changées en socs de charrue. Mais l'instrument du médecin n'est pas assez gros pour faire un soc de charrue. C'est pourquoi j'ai mis un stylo à la place. Sri Aurobindo parle de la mer.